ce qui concerne, vous savez, c'est un ministère qui a été créé par la volonté politique du chef de l'État et son engagement justement à mettre l'accent sur la femme, à mettre l'accent sur la famille, à mettre l'accent sur les enfants. Pourquoi? Parce que vous savez, avec toute cette crise que le pays a connue, les femmes ont payé un lourd tribut. Non seulement elles ont payé un lourd tribut, à cela aussi il faut ajouter la dislocation de la famille. Aujourd'hui, vous avez des familles aujourd'hui où il y avait un chef de famille qui était un homme et du jour au lendemain avec cette crise, ce sont des femmes aujourd'hui qui se sont retrouvées chefs de famille. Et souvent, dans la plupart des cas où la femme elle se retrouve chef de famille sans avoir les moyens adéquats de subvenir à la charge de cette famille-là. À côté de cela, vous avez aussi les questions de protection de l'enfant. Avec le conflit que nous avons eu, nous avons été confrontés à un gros problème. Celui justement du recrutement des enfants soldats par ces groupes armés, malheureusement en violation flagrante des lois relatives à la protection de l'enfant et à la Convention sur la protection de l'enfant justement que notre pays aussi, sur les droits de l'enfant, auquel notre pays est parti. Donc le chef de l'État, en créant ce ministère à part entière, a voulu justement marquer son engagement à la prise en compte, à une prise de conscience, à une protection, à une promotion de cette catégorie sociale aujourd'hui, parce que cela est important, c'est la femme qui donne la vie, et elle donne la vie à un enfant qu'il faut éduquer, et cet enfant, c'est l'avenir de la République centrafricaine demain. Donc nous avons pour mission justement de contribuer non seulement d'une part à protéger les droits de la femme, à faire en sorte que nous puissions l'accompagner dans son autonomisation, mais en même temps, en ce qui concerne la famille aussi, à mettre en place des stratégies capables d'accompagner les familles dans l'encadrement et l'éducation des enfants. Et en ce qui concerne les enfants, justement, veiller à protéger les droits de l'enfant. Au niveau international, nous avons des conventions. Notre pays adhère à des conventions qui sont des instruments juridiques internationaux auxquels nous avons souscrit. En ce qui concerne les femmes, nous avons la protection de la femme, nous avons la convention relative à l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme. Nous avons un certain nombre de protocoles additionnels, que ce soit au niveau africain ou au niveau international, qui œuvrent justement à la protection, à la promotion de la femme. Nous avons la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un instrument qui donne justement une place importante à la femme dans un processus de consolidation de la paix. Cela s'applique aussi à notre pays, la République centrafricaine. Donc, vous avez des instruments internationaux et au niveau national, nous avons aussi des instruments nationaux qui portent sur la loi relative à l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme, la loi relative à la santé de reproduction. Et aujourd'hui, cette loi qui nous sert aujourd'hui de processus de lutte pour l'autonomisation de la femme, pour la promotion de la femme, pour la protection des droits de la femme, pour la réduction des inégalités entre l'homme et la femme, et la loi sur la parité qui a été adoptée en 2016 par l'Assemblée et promulguée par le président de la République en novembre 2016. Donc voilà un peu autour de ces instruments. Si vous voyez le combat de ces femmes, tout le combat qui sont initiés en faveur de la femme tourne justement autour de l'application et du respect de ces différents instruments, tant au niveau international qu'au niveau national, auxquels notre pays a souscrit et sur lesquels nous nous appuyons justement pour développer des stratégies de promotion des droits de la femme, de lutte contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et de la jeune fille aussi, d'autonomisation de la femme, parce qu'il est question aujourd'hui, en adoptant cette loi sur la parité, il est question aujourd'hui de mettre en place un processus avec un objectif à atteindre qui est d'ici 2030, conformément aux objectifs fixés par les Nations Unies. Et atteindre ces objectifs d'ici 2030 nécessite que les jeunes filles aillent à l'école aujourd'hui. Nous parlons de questions de réduction des inégalités entre l'homme et la femme. Mais vous allez au niveau de l'alphabétisation. Regardez le taux d'alphabétisation. Les femmes ne sont pas suffisamment alphabétisées. Vous allez prendre, il y a au moins 60% de femmes aujourd'hui
dans notre pays, mais je dis c'est un minimum, qui ne savent ni lire ni écrire. Vous allez dans les établissements scolaires, vous allez avoir à peu près le même ratio. Ou si vous prenez 60% de garçons ou 70% de garçons qui savent lire et écrire, vous allez avoir peut-être 40% de filles qui ne savent pas lire et écrire aujourd'hui dans les circuits scolaires. Donc cela pose des problèmes. Si nous devons aller justement vers un équilibre, vers une réelle application de cette loi sur la parité. Donc aujourd'hui, il est question de développer des stratégies sur le plan éducationnel, donner les moyens aux filles de rester le plus longtemps possible dans le circuit scolaire. Il n'y a que ça. Nous allons crier tout ce que nous voulons, dire que nous voulons un peu plus d'égalité entre l'homme et la femme, nous voulons un juste équilibre, mais tant que nos jeunes filles n'auront pas les diplômes requis, n'auront pas la qualification requise, même si elles sont restées pas très loin dans le circuit scolaire, il faut leur donner de la qualification, il faut leur donner de la formation pour leur permettre justement de contribuer à réduire ces inégalités entre l'homme et la femme et aller vers un peu plus de participation de la femme dans les processus de décision ou dans la gestion des affaires publiques. Donc voilà en ce qui concerne au niveau de la femme. Au niveau de la famille aujourd'hui, évidemment, nous avons un instrument national qui existe. C'est le Code de la famille. Et ce Code de la famille est un tout qui parle des questions de succession, qui parle des questions d'union, de mariage, etc., d'éducation des enfants, où l'homme et la femme sont unis, où c'est l'homme qui est le chef de la famille, et en cas d'absence de l'homme, de l'homme dans la famille, c'est la femme qui devient chef de famille. Mais cependant, en ce qui concerne la famille, disons-le clairement, avec ces crises que nous avons connues, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a une dislocation du tissu familial. Le cercle familial ou le milieu familial n'est plus ce qu'on a vu avant. Avant, il y avait le papa, il y avait la maman, mais aujourd'hui, vous allez avoir des familles où les veuves vont se retrouver chefs de famille. Et quand elles se retrouvent chefs de famille, évidemment, elle a en charge l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, aujourd'hui, a un coût sur le plan sanitaire, a un coût sur le plan de l'éducation, a un coût sur le plan de l'encadrement, a un coût sur le plan des loisirs apportés à l'enfant, à son émancipation, à son apprentissage, a un coût sur les questions de frais de scolarité. Donc si la femme, elle n'a pas les moyens de faire face à ça dans sa famille, imaginez ce que vont devenir les enfants. L'autre revers aussi, on peut avoir le couple qui est là, avec les enfants. Mais vous avez des questions de violence auxquelles la femme va être confrontée dans la famille, où l'homme va taper la femme, ce qui est courant dans notre société. Et aujourd'hui, avec ce conflit, avec la propension du phénomène de la consommation de la drogue par les jeunes, vous avez des couples aujourd'hui où les femmes, elles sont tabassées par les hommes. Et quand elle a été victime de violence, qu'est-ce qui va se passer? Nous, quand on intervient justement dans la famille, c'est pour mettre la femme en sécurité. Mais quand nous la mettons en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Elle quitte le foyer. Ça veut dire que les enfants, si ça s'est passé le matin, les enfants sont allés à l'école. Quand ils reviendront, ils n'auront pas à manger à la maison. Ils n'auront pas la maman pour les aider à faire les exercices ou à prendre les leçons. Et nous, quand on la sécurise auprès de l'unité mixte, on la référence auprès de l'unité mixte d'intervention rapide, où on doit lui apporter une prise en charge médicale, on doit lui apporter une prise en charge psychologique, on doit la mettre en sécurité face à son bourreau. Mais ce qui se passe, parce que nous n'avons pas de structure tampon pour permettre à la femme, ou une structure de relais où elle va rester là, pour lui permettre de se remettre, de prendre les soins et puis un peu de l'accompagner psychologiquement. Au bout de 2 ou 3 jours, nous sommes bien obligés de la libérer. Parce qu'il y a les enfants qui réclament la maman, il y a les enfants qui veulent manger, il y a les enfants qui veulent aller à l'école. Donc voilà un peu, en ce qui concerne notre intervention dans la famille aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence dans le foyer, parce que cela a des impacts sur l'éducation et l'encadrement des enfants. Et sur la femme aussi, parce que le fait que si elle travaille pas, elle n'a pas de ressources, elle va dépendre de l'homme. Et l'homme lui fait subir des sévices, soit, souvent dans la plupart des cas, vous arrivez à des blessures, à des séquelles, où la femme, justement, il faut chercher à la mettre en sécurité. Mais évidemment, une fois que vous la mettez en sécurité, il faut tenir compte des enfants. Donc, il faut respecter le droit des enfants, d'avoir à manger, d'être éduqués, d'aller à l'école, etc. Donc, voilà un peu là où nous intervenons. Ensuite, en ce qui concerne les questions de protection de l'enfant. Notre programme aujourd'hui, et le programme du gouvernement, c'est les enfants qui ont été recrutés par les groupes armés. Vous avez au temps fort des crises
dans les années 2013, jusqu'à il y a peut-être 2 ans, on a eu plus de 100 000 enfants qui ont été enrôlés par les groupes armés. Et avec l'appui du gouvernement et de la MINUSCA et de ses partenaires humanitaires qui sont là, un certain nombre d'enfants ont été sortis des mains des groupes armés et placés dans des familles. Donc, on a procédé à leur réinsertion dans les familles d'accueil. Mais l'engagement du président de la République, ça a été d'accompagner la Convention, les principes de Paris, avec ces protocoles additifs, de dire les enfants aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont été recrutés par les groupes armés, mais il faut faire en sorte que ces enfants-là, ils étaient innocents. Ce ne sont pas eux les coupables. Ce sont ceux qui les ont recrutés qui sont coupables. Il faut réinsérer ces enfants-là dans le circuit normal de la vie, de façon à leur donner l'encadrement nécessaire, qu'ils reprennent, soit ils vont à l'école, soit ils vont se réinsérer pour apprendre des petits métiers, pour qu'ils oublient que la place des enfants n'est pas sur un champ de bataille, mais c'est dans sa famille pour apporter sa contribution à la société. Donc voilà un peu en ce qui concerne les enfants, ce que nous faisons. Mais en même temps, à côté des enfants soldats, où il faut les réinsérer, vous avez les questions d'enfants sorciers. Malheureusement, dans notre pays, notre contexte socio-culturel nous ramène à des enfants sorciers. Et ce qui se passe malheureusement pour ces catégories d'enfants qui ont été des enfants soldats ou qui ont été entre guillemets des enfants sorciers, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là, malheureusement, quand vous décidez de les inscrire à l'école, les établissements scolaires n'en veulent pas. Donc ça aussi, il y a un travail de sensibilisation, d'éducation et de rappeler à ceux qui sont là, aux responsables qui sont là, que l'enfant a le droit d'aller à l'école. S'il n'a pas 18 ans de révolu, de 4 ans ou de 3 ans à 18 ans, il a le droit d'aller à l'école. Ce n'est pas parce que c'est un enfant sorcier que nous devons l'empêcher de profiter de son droit à l'éducation. Donc voilà un peu tous ces problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en République centrafricaine en ce qui concerne la protection des enfants. Mais évidemment, à côté de cela, vous avez les questions de mariage forcé, où vous avez des parents qui vont décider que la place de la jeune fille n'est pas à l'école, il faut qu'elle aille en mariage. Nous sommes confrontés aussi à ça. Et à ça aussi, nous apportons des solutions avec les ONG avec lesquelles nous travaillons, mais aussi avec les stratégies que nous avons en place au niveau du département, à faire en sorte que la fille, elle a le droit de choisir d'aller en mariage quand elle a 18 ans, quand elle le souhaite et avec qui elle le veut. Parce que vous savez, les questions de mariage forcé, qu'est-ce que ça entraîne? La jeune fille, si elle n'a pas 18 ans, on la donne à quelqu'un qui va l'épouser. Ce qui se passe, elle va tomber enceinte avec toutes les conséquences. Soit ça va être l'avortement, si elle peut enlever parce que c'est une grossesse non désirée, soit c'est un enfant non désiré qu'elle va avoir. Mais est-ce qu'elle sera capable d'éduquer cet enfant et de lui apporter l'éducation et l'encadrement nécessaire pour en faire un citoyen demain? Donc voici un peu toutes ces problématiques auxquelles nous sommes confrontés et pour lesquelles, à notre mesure, nous essayons d'apporter des solutions à travers les stratégies qui sont mises en place avec l'appui des partenaires dans les plans de travail annuels que nous avons avec le UNFPA, avec le PNUD et avec la MINUSCA et l'UNICEF aussi.